Bonjour à tous et bienvenue dans cet amphithéâtre pour une des dernières sessions de ces rencontres économiques. Last but not least, vous allez voir, c'est une bien belle session qui nous attend avec un intitulé intéressant qui est comment redonner sa force au temps long. Effectivement, comment penser le temps long quand tout nous pousse dans ce monde moderne à l'immédiateté et à l'urgence. Comment donner du temps au temps et en quoi est-ce que notre société en quoi est-ce un enjeu effectivement pour notre société, pour les investisseurs, pour les chefs d'entreprise comme pour les politiques. Je vous présenterai dans un instant mes invités, mais je vais demander à Benoît Cœuré, qui est membre du Cercle des économistes, d'introduire cette table ronde. Benoît. Merci Brigitte et bonsoir à tous. L'audience est un peu clairsemée sur les premiers rangs, sur les rangs réservés. Ça veut dire qu'il ne reste que le public motivé et de qualité. Et ça se verra lors de l'échange que nous aurons avec vous. Moi, je trouve aussi que cette session est particulièrement intéressante parce qu'on a discuté pendant ces 2 jours de beaucoup d'enjeux de politique publique qui tournent autour de la compétitivité de l'Europe et de la souveraineté de l'Europe et des enjeux de résilience, de transition énergétique, de transition technologique, d'intelligence artificielle. Beaucoup de choses ont été dites sur ce qu'il faut faire. Il faut bien reconnaître que assez peu de choses ont été dites sur comment il faut le faire, même s'il y a eu des tables rondes avec des politiques qui ont expliqué comment ils envisageaient la mise en œuvre de tous ces objectifs. Et on a eu la conversation avec Mario Draghi qui nous a éclairé sur le sujet. Mais il me semble qu'une question fondamentale qui traverse toute cette réflexion sur la mise en œuvre et la faisabilité politique des réformes qui peuvent renforcer l'économie française et l'économie européenne, c'est cette question du temps, de l'horizon temporel. Et là, il y a une forme de paradoxe très étonnant qui est qu'on a une multiplication d'enjeux qui appellent une réflexion de long terme. Le plus évident étant celui de la transition climatique, qui a un changement profond à la fois en termes de décarbonation et en termes d'adaptation. C'est un changement profond du fonctionnement de notre économie, de nos sociétés, qui nécessite de s'inscrire dans le temps long. On a aussi des contraintes pour mener ces réformes, et notamment une forme de tension entre les réformes nécessaires pour la transition climatique et la compétitivité de nos entreprises, qui nécessite aussi de bien doser le temps de mise en œuvre de ces réformes. Moi, j'ai été très frappé ce matin en écoutant le patron de Total, Patrick Pouyanné. On parlait de décarbonation et des objectifs de l'Union, et il disait, 2050, c'est un peu trop rapide. Et il faut le prendre au sérieux. Il disait, pour moi, industriel, 2050, c'est trop tôt. Et si on me demande de faire tout ça pour 2050, ça va coûter à ma compétitivité. Donc on voit bien que là, il y a une tension. Et puis en face, on a toutes sortes de forces qui nous poussent à raisonner à très court terme, qui sont les contraintes politiques, qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont là. Donc les gouvernements ont au mieux 5 ans devant eux, parfois beaucoup moins, il faut bien le dire. Donc ça c'est une contrainte forte. Les marchés financiers qui demandent des résultats immédiats, le mark-to-market dans la valorisation des portefeuilles, etc. Tout ça, ça nous pousse à des raisonnements de très court terme. Donc la question qui va être posée aux membres du panel, c'est comment est-ce qu'on gère ces forces contradictoires entre l'impératif du temps long et les contraintes du temps court. Et il y a une citation de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, que j'aime beaucoup, qui est pour choisir la bonne route, il ne faut pas regarder où on va faire le prochain pas, il faut regarder l'horizon. Voilà. C'est ça sous l'égide de cette citation que je voudrais inscrire cette discussion. Et je m'arrête là. Merci Benoît pour cette introduction. Je vais vous présenter nos débatteurs et nos invités, en commençant par Jean-Paul Julia, bonjour et bienvenue, bonsoir. Qui est à côté de... Voilà, bonsoir, bonjour, directeur général de la BRED, Banque Populaire. À vos côtés, Philippe Mills, directeur général de SFIL. Bonsoir. Bonsoir, Banque publique de développement au service des territoires et des exportations. Andrew Bailey, bonjour, gouverneur de la Banque d'Angleterre.
Jacob von Weizsäcker, bonjour, ministre des Finances pour la science de Landshut en Allemagne. Et puis Ignacy Niemczewski, secrétaire d'État à la chancellerie du Premier ministre polonais. Merci à vous tous d'être là pour cette table ronde. On va commencer par vous, Jean-Paul Juliat, si vous voulez bien, parce qu'on a discuté un peu pour préparer cette table ronde. Et ce que vous m'avez dit, vous, c'est que le temps long, c'est effectivement une des clés de la réussite. Il est un besoin à la fois pour vous, mais aussi pour vos clients. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et ce que cela implique ? Oui, merci. Bonsoir à tous. Je crois aussi en effet que le temps long, c'est la clé de la réussite. Parce que, en fait, depuis la nuit des temps, quoi qu'on veuille faire, un projet a besoin de temps pour s'épanouir, pour se développer. Ça peut être un château fort, une cathédrale, une entreprise, peu importe. On a besoin de temps. Et qu'au fond, rien de beau ne peut se faire si on n'a pas du temps. Et je pense que pour construire une réussite, il faut déployer une stratégie. Et donc, mécaniquement, pour déployer votre stratégie, vous avez besoin de temps. Et l'intérêt du temps, c'est qu'il permet d'avoir des phases. Vous pouvez avoir des objectifs intermédiaires, vous pouvez avoir des succès, des pauses, des échecs aussi. Et le temps vous permet finalement, une fois que vous avez clarifié votre objectif, vous allouez les moyens. Et je crois intimement qu'à la fin, on atteint toujours l'objectif quand on met les moyens. Et puis, tu l'as dit Benoît, la notion de temps, c'est aussi une question culturelle. Quand tu dis le patron de Total nous explique que ça doit être 2050, quand j'étais à la Banque mondiale, moi je faisais des notes stratégiques à 5 ans, quand l'IDI chinois résonnait à 100 ans. Donc il y a aussi une question, c'est quoi le vrai temps long ? En tout état de cause, je suis intimement convaincu que le temps permet la réussite. Et nous, banquiers, parce que moi j'ai la chance de diriger une banque, nous, banquiers, on est celui qui participe d'offrir du temps. Et quand vous dirigez une banque populaire, comme j'ai la chance de le faire, parce que ce sont mes clients qui sont mes sociétaires, je ne dépends pas du marché. Et donc moi-même, je bénéficie de temps long. Et parce que je bénéficie de temps long, je peux en faire profiter à mes clients. Parce qu'au fond, tous mes clients, pour réussir, ont besoin de temps. Et la puissance du métier de banquier, parce que je pense qu'on ne dit pas assez ou on n'explique pas assez ce que fait un banquier, mais la puissance du métier de banquier, c'est de gérer des temps différents. Si Benoît, tu veux monter une entreprise de transition énergétique, probablement que tu vas avoir besoin de temps pour qu'elle soit rentable. Et peut-être que Philippe aura placé des économies qu'il voudra récupérer dans quelques mois. Et donc tout mon enjeu de banquier, c'est bien de gérer des temps différents, et de réussir à donner de la profondeur à ceux qui veulent, y compris ceux qui peuvent rencontrer des difficultés dans la réalisation de leur plan. Et j'insiste sur le fait que quand on est une banque populaire, on n'a pas de contrainte de temps, en réalité. Parce que l'obsession d'une banque populaire, c'est comment est-ce que j'accompagne mes clients. Et toute la difficulté, je pense en tant que dirigeant, c'est comment j'appréhende le temps long. En réalité, c'est très difficile. Alors, je ne sais pas si c'est universel, mais je pense qu'il y a une recette, il y a au moins 3 composantes. Tout d'abord, c'est une forme de discipline personnelle. Comment est-ce que moi, je me libère du temps pour réfléchir, pour penser, pour structurer mes raisonnements ? C'est aussi une discipline pour la structure dans laquelle vous êtes. C'est qu'il faut utiliser, bénéficier, profiter des différences, des variétés, des nuances. On a la chance d'être à l'international. Typiquement, quand on est à Fidji, on est obligé d'intégrer la question climatique, parce que la montée des eaux, ça nous concerne directement. Mais quand vous êtes banquier, vous avez des acteurs différents, des clients différents. Donc vous devez vous enrichir de cette différence pour comprendre. Et puis il y a un dernier élément, et ça je pense que c'est vrai pour tout le monde, c'est quels sont les enjeux fondamentaux qui sont devant nous. Il y a évidemment le changement climatique, il y a l'intelligence artificielle, il y a les changements politiques, les changements économiques. Et bon, bref, comment est-ce qu'en fait on s'organise pour réussir à penser et à comprendre ou intuiter quel sera le temps demain? Merci Jean-Paul Juliat. Philippe Mills, avec la SFIL, vous pensez intrinsèquement le temps long. Vous allez nous dire pourquoi et en quoi c'est important, notamment pour les collectivités. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Hein. Il fait encore chaud et vous pourriez être dans des endroits peut-être plus confortables. Donc merci de que vous consacriez du temps à ce débat qui est effectivement très important.
Alors la SFIL peut être aussi rappeler pourquoi intrinsèquement on pense le temps en temps long. On pense le temps en temps long parce qu'on est une banque publique, et donc effectivement on n'est pas une banque cotée. On a un actionnaire principal qui est la Caisse des dépôts, donc qui existe depuis 200 ans. Et nous, ce qu'on finance, en fait, c'est les investissements de nos clients qui ont souvent des durées de vie qui sont longues ou très longues. Que ce soit les investissements des collectivités locales, les investissements des hôpitaux publics ou les grands contrats à l'exportation. Donc on est obligé de raisonner dans ces durées et on peut aller jusqu'à 40 ans de durée de prêt et on a des prêts en moyenne qui sont au-delà de 20 ans. Donc oui, on est obligé de raisonner de cette façon-là. Alors maintenant, peut-être qu'on raisonne de cette façon-là, mais qu'on ne raisonne pas de manière tout à fait efficace. Donc Jean-Paul a déjà dit des choses tout à fait exactes et intéressantes. Moi, je verrais 4 points qu'il faut que l'on vérifie quand on veut vraiment raisonner sur le temps long. Le premier point, c'est est-ce que vous appréhendez votre client, même si vous le financez pour un seul projet, dans sa globalité? Et là, pour ça, je crois le caractère un peu spécialisé que nous avons, donc dans les 3 domaines d'action que j'ai indiqués, fait qu'on connaît très bien nos marchés. On connaît très bien le marché des collectivités locales, on a 11 000 clients différents. On connaît très bien le marché des hôpitaux publics, on connaît très bien le marché des grands contrats à l'exportation. Le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ce qu'on appelle un rhinocéros gris. Vous savez, cette grosse bête que vous voyez au loin, vous êtes sûr qu'elle va arriver, mais elle est encore au loin. Donc comment vous réagissez? Est-ce que vous attendez qu'elle arrive ou est-ce que vous essayez d'anticiper? Et là, notre métier, en fait, c'est d'anticiper, notamment d'anticiper. Le sujet le plus évident, c'est sur la transition écologique et énergétique dans toutes les dimensions de l'énergie, que ce soit des champs d'éoliennes, des centrales nucléaires, des réhabilitations d'écoles ou un nouveau chauffage central pour un hôpital. Donc ça, c'est aussi important, anticiper. La troisième dimension, c'est arriver à ne pas être trop sensible aux fluctuations, qui peuvent être tout à fait légitimes, de l'opinion publique. Et moi, je verrais 2 secteurs qui, en Europe, l'ont parfaitement illustré. Alors, j'ai peut-être un biais français en la matière, mais 2 secteurs, à mon avis, l'ont bien illustré. Le premier, c'est le nucléaire. Il y a eu le choc de Fukushima et pendant 10 ans, on n'a rien fait, ou plutôt on a défait. Et on voit bien que maintenant, c'est un choc qui a été maltraité. Et le deuxième, c'est évidemment la défense. Nous avons collectivement, pendant plus de 30 ans, considéré que nous pouvions tirer profit des dividendes de la paix et ne pas nous armer pour pouvoir nous défendre. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait eu une belle maison, bien conçue, et qui pendant 30 ans avait considéré que ce n'était pas nécessaire d'avoir une assurance habitation, qu'il n'aurait jamais de dégâts des eaux, qu'il n'aurait jamais d'incendie, qu'il n'aurait jamais à utiliser ce type de précautions. L'avantage d'une banque publique comme SFIL, c'est que dès le départ, on a pu agir dans ces 2 domaines. Et la 4e dimension, et je pense que ça doit faire écho, comme l'a dit Benoît, à d'autres panels, c'est qu'il faut tout de même une capacité de rentabilité minimale. Il faut une rentabilité socio-économique de ces investissements de long terme. Et donc pour ça, ça renvoie évidemment à un niveau, quels seront les niveaux futurs des taux d'intérêt réels longs, et est-ce qu'on est en Europe en capacité de garantir un taux suffisamment bas pour que ces investissements nécessaires pour le long terme, et dans cette optique de long terme, se réalisent effectivement. Je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit le cas aujourd'hui. Merci Philippe Mills. Andrew Bailey, vous devez gérer le temps court, vous, tout simplement pour le paiement des achats publics ou encore pour les crédits d'impôt ou pour le versement des salaires des fonctionnaires. Mais comment vous pensez le temps long et quels sont les grands défis que vous avez identifiés? Merci. C'est un grand plaisir d'être de nouveau ici à Aix. C'est
vraiment un événement unique et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je pense que Benoît a tout à fait raison dans ses remarques. C'est de souligner la tension des horizons. Je vais parler de 3 points et je vais revenir à votre question, Brigitte. Cela se concentre sur la politique économique. Premièrement, nous vivons dans un monde avec des chocs plus importants. Des chocs plus importants qui frappent nos économies que par le passé, avant la crise financière, mais même dans les années après, les cas comme le Covid, l'Ukraine, les questions des droits de douane. Ce sont des chocs énormes qui impactent nos économies. Il faut traiter ces questions. Deuxièmement, je soulignerai que pour la plupart d'entre nous, et je ne fais pas de différence entre les pays, pour la plupart d'entre nous, pendant 15 ans, nous sommes dans un monde de croissance plus faible et de croissance potentielle plus faible de nos économies. Et c'est une question critique pour de nombreuses raisons. C'est critique pour une raison très importante. La cause de cette manque de croissance, c'est une manque de croissance de productivité. Et cela est derrière les standards de vie, notre qualité de vie. Et c'est vraiment lié à la productivité. J'y reviendrai par la suite. Troisièmement, et ça va vous déprimer. C'est pour ça que vous avez invité un banquier central, je le sais. Mais nous avons des vents forts contre nous. Benoît en a déjà parlé d'un, c'est de répondre au changement climatique. Benoît l'a bien décrit avec les horizons et que faire dans quel temps imparti. Il y a 2 autres choses. Nous vivons dans un monde industriel dans nos pays avec des populations qui sont en train de vieillir. Et ça va continuer. On ne va pas renverser cela rapidement. C'est une variable qui évolue doucement. Et cela a beaucoup d'implications sur le coût de la société en général. Troisièmement, tristement, c'est le système de défense post-guerre froide est fini. Si on avait qu'un seul vent de face, on aurait déjà un problème, mais nous avons 3 vents. Brigitte, votre question est une excellente question. Que faire? Nous devons revenir à la question de croissance. La croissance est la seule manière de sortir des contraintes qui nous contraignent maintenant. Augmenter le taux potentiel de la croissance, augmenter la productivité dans l'économie. Quelle est la nouvelle innovation technologique? Elle va sortir d'où? Ça déplace le curseur et on pense que c'est l'IA. Il faut avoir des politiques qui sont intelligentes par rapport à l'IA, mais il faut quand même vraiment encourager cette utilisation. Je pense qu'il y a une question importante en ce qui concerne le long terme. Il faut prendre le temps d'expliquer les problèmes. Nous vivons dans un monde plus polarisé de communication. Les personnes essaient de justifier leur position et nous devons prendre le temps pour dire voici ce que ça veut dire d'avoir une population vieillissante, voici ce que représente le changement climatique, voici le problème de l'érosion de la défense. Et je pense que nous n'expliquons pas suffisamment dans nos pays. Jacob van Weizsäcker, en tant que politicien, comment vous agissez pour le court terme, tout en pensant le long terme? Quels sont les grands défis que vous devez relever et quelles sont les réponses politiques et financières que vous pouvez apporter? Donc tout le monde a appris la fable de la cigale et de la fourmi, de La Fontaine. Et donc l'idée qu'il y a un équilibre à trouver entre le court terme et le long terme, tout le monde étant conscient de son propre vie quotidienne. Est-ce qu'on fait ses devoirs?
et après on fait la fête, ou est-ce qu'on fait la fête tout de suite, par exemple. Donc ça, c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau si on est à plusieurs. Il se rajoute le problème du passager clandestin, que quelqu'un pourrait avoir l'idée, voilà, peut-être les autres vont faire ce qu'il faut faire, et moi, je ne participe pas, mais j'en profite. Et tout ça, ce n'est pas nouveau. Donc, je pense, si aujourd'hui on parle dans notre session, redonner sa force au long terme, il y a un certain nombre de développements, et un certain nombre de développements que Andrew Bailey vient d'évoquer, et d'autres ont déjà évoqué, où on peut se demander, mais quel est l'impact sur l'équilibre entre le long terme et le court terme de ces développements? Premièrement, il y a l'impact d'une nouvelle rivalité systémique avec la Chine, avec les États-Unis, avec Trump, peut-être avec la Russie aussi, et l'Europe. Et ça peut très bien avoir des conséquences où le court terme domine le long terme. Par exemple, dans la matière de la défense, je suis d'accord, et maintenant il faut dépenser plus à court terme pour la défense, et ça va bouger un petit peu l'équilibre vers le court terme plutôt que le long terme. En même temps, si on est dans cette compétition des systèmes qu'on connaît depuis la guerre froide, c'était aussi une compétition de systèmes, on veut convaincre l'électorat, le monde, que notre modèle est meilleur que l'autre. Et là, ça devient très important de réussir dans le long terme. Donc, par exemple, ils étaient là aujourd'hui. Il y a le rapport de M. Letta, de M. Draghi. C'est possible que tout d'un coup, les recommandations qui sont dans ces rapports, on prend beaucoup plus au sérieux, même si ça prend un effort maintenant, et ça va avoir des bonnes conséquences à long terme. Dans cette situation de compétition des systèmes, il se peut très bien qu'on centre un peu plus sur le long terme. On est prêt de le faire. On veut gagner la compétition. Donc c'est ambigu. Et la recommandation d'un point de vue politique, et c'est la question qui était posée, est évidemment dans cette ambiguïté de vraiment se concentrer sur ces aspects qui peuvent nous aider à investir un peu plus dans le long terme. Et pour ne pas être trop long, il y a le même aspect avec le changement technologique. Il y a des aspects réseaux sociaux où le court terme domine de plus en plus en vie politique et vie privée, mais aussi il y a des aspects de planification où la technologie peut nous aider à devenir beaucoup plus raisonnable. Par exemple, dans le domaine de la santé, sur une échelle individuelle, ça nous aide à investir un peu plus de long terme. Et la question du vieillissement de la population a été évoquée aussi, et c'est très intéressant. En principe, si on vit plus longtemps, le temps qui reste l'électorat dans leur vie augmente. Et donc ça aide dans une démocratie le long terme. Mais malheureusement, à cause des baby boomers et un certain nombre de facteurs, il se peut que l'âge moyen de l'électorat, ou l'âge médian, si vous voulez le terme technique, ça augmente plus rapidement que l'espérance de vie. Et donc, à ce moment-là, le court terme domine encore. Donc, c'est assez complexe, c'est ambigu. Et finalement, et là, je termine vraiment, il y a l'ambiguïté de la dette. On peut utiliser la dette pour éviter des réformes, encore un petit peu, pour les repousser à un moment donné, voilà, il faut le faire quand même. On peut aussi utiliser la dette pour qu'un avenir vienne plus rapidement, pour faire des investissements, par exemple dans les infrastructures publiques. Et donc c'est ambigu. Et en Allemagne, en ce moment, on est en train d'emprunter 500 milliards d'euros pour l'infrastructure publique. Et donc le challenge, c'est vraiment d'assurer qu'on va faire venir l'avenir d'une manière accélérée plutôt que prolonger un système qui ne marche plus.
Et donc là, il faut trouver des alliances. Par exemple, si vous voulez dépenser 500 milliards, mais l'État marche mal, il y a beaucoup d'obstacles bureaucratiques, il y a beaucoup d'obstacles, en particulier en Allemagne, dans le système fédéral, pour vraiment réussir. Tout d'un coup, en fait, cette somme accélère ou intensifie la pression sur les réformes. Ça ne ralentit pas les réformes. Et donc, le conseil politique que je peux donner, c'est dans toute cette ambiguïté que je viens d'évoquer, c'est vraiment appuyer dans l'électorat, dans la vie politique, pour vraiment essayer d'utiliser cet aspect de long terme dans les développements qu'on a actuellement. Merci. Merci. On a un Allemand qui nous parle d'endettement, alors il faut le noter quand même parce que c'est assez rare. On va poursuivre avec la question politique avec vous, Ignacy Niemczycki. Comment on concilie le temps électoral et le temps long, sachant que les politiques réagissent de plus en plus aux faits divers et à l'immédiateté? Thank you. Je ne suis pas certain que je sois la bonne personne à répondre, vu que l'on vient de perdre nos élections aux Pays-Bas. Mais je vais faire de mon mieux. Tout d'abord, si on souhaite regagner ce sens du temps long, ça ne va pas être spectaculaire. Il faut plus de pédagogie. Parce que ce sens du temps long est le contraire du populisme. Si on souhaite combattre le populisme, et on le dit partout en Europe depuis un certain temps, il faut plus d'éducation, de pédagogie. Mais malheureusement, nous avons échoué à maintes reprises. Et il nous faut plus d'éducation sur l'économie et sur le civisme. Deuxième partie, nous devons également examiner le rôle des médias, les réseaux sociaux et les plateformes. Nous sommes conscients de tout ce qui se produit pendant les dernières 15 années avec les réseaux sociaux et le déclin des médias indépendants traditionnels. Et à mon avis, je crois fortement que c'est une problématique qu'il faut relever. Le premier pilier, et voilà ma réponse à la question, nous avons besoin d'un engagement politique. Je vous donne l'exemple de la présidence polonaise qui vient de se terminer il y a quelques jours. Et je crois qu'on a une réussite pas mal dans l'avancement de la défense européenne pendant la présidence. Comme vous le savez peut-être, nous avons négocié pas mal d'instruments européens importants qui vont renforcer la défense européenne. Mais pendant notre présidence, notre Premier ministre a utilisé son capital politique pour agir et nos promesses ne sont pas creuses. On est sérieux vis-à-vis de nos plans, mais nous sommes également ouverts à l'idée de débattre de différentes préoccupations de nos citoyens. Et l'engagement politique par le passé a été manquant, donc j'espère qu'on va renouer avec ceci. Il nous reste un tout petit peu plus de 20 minutes, alors je vais vous demander de faire un tout petit peu plus court, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse prendre quelques questions de la salle après. Je voudrais vous poser une question, Philippe Mills. Vous qui travaillez avec l'État et avec le politique, et pour vous, le temps politique n'est pas le temps médiatique. On en a parlé. Nos institutions ou nos mandats ne sont pas adaptés, selon vous, à cette recherche du temps long. Alors vous allez nous dire pourquoi. Et est-ce que le contexte géopolitique, la montée des populismes dont on a parlé, l'arrivée du trumpisme qu'on a évoqué aussi, viennent troubler peut-être nos vieilles démocraties et modifier la façon que nous avons de nous inscrire dans le temps long? Alors oui, moi je voudrais repartir surtout de ce qui a déjà été dit d'ailleurs par Andrew ou par Jacob. C'est dans quel contexte on doit agir en Europe et donc en France.
dans un monde qui va rester et qui est incertain, violent et fragmenté. Et on connaît les raisons, Andrew les a mentionnées notamment. Il y a la querelle hégémonique États-Unis-Chine, qui est là pour durer. Il y a aussi, ce qui n'a pas été mentionné à ma connaissance jusqu'à maintenant, le retour des pandémies, et donc qu'est-ce que ça veut dire en matière d'impact sur les chaînes de production de valeur. Il y a l'illustration à travers la guerre Russie-Ukraine de la division géopolitique du monde, qui elle aussi est là pour perdurer. Et puis enfin, il y a la fragmentation économique du monde occidental qu'a l'air de souhaiter le président Trump. Et face à ça, aujourd'hui, l'Europe, elle n'est pas organisée pour réagir. Elle est organisée pour réagir dans un contexte plus stable. On a un plus grand respect pour les règles. Et elle n'est pas tellement organisée pour se concerter et créer des projets. Donc la façon de réagir, c'est effectivement de voir comment on peut créer plus de projets ensemble, et notamment en appuyant sur les convergences qui peuvent exister en matière d'objectifs. Et pour moi, à titre français, ce qui est en train de se passer en matière de convergence d'objectifs entre la France et l'Allemagne, de manière plus nette qu'auparavant, c'est une très bonne nouvelle. Le deuxième élément, c'est ce que vous avez dit dans la question, il faut peut-être qu'on réfléchisse collectivement à pourquoi on constate à chaque fois, ou que l'on dit à chaque fois, les hommes politiques privilégient le court terme. Mais est-ce qu'on n'a pas donné un jeu d'incitation, nous sommes des économistes, aux hommes politiques pour privilégier ce court terme? Est-ce qu'on n'a pas, notamment dans la multiplication de ce qu'on appelle en français autorités administratives indépendantes, restreint leur champ d'action, y compris dans des domaines qui peuvent être tout à fait importants? Est-ce que la manière dont nous, citoyens, on les perçoit à travers la manière dont on juge leur performance, et est-ce que aussi sur les mandats, avec une tendance à la réduction de durée, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? À titre purement illustratif, je ne suis pas convaincu, c'est mon opinion personnelle, qu'en France, quand vous avez le président de la République qui, depuis 1902, est la clé de voûte des institutions, qui est en charge de l'essentiel, qu'il ait aujourd'hui un mandat inférieur à celui d'un maire, je ne suis pas convaincu que ça soit le meilleur des situations. Bon, je vous ai dit des choses plutôt négatives, donc je vais essayer de terminer avec deux motifs d'espoir. Premier, vous allez peut-être le trouver à nouveau un peu négatif, mais je ne le crois pas. Le premier motif d'espoir, c'est que nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis. Et donc, on peut se mobiliser. C'est bien d'avoir des ennemis. Nous avons deux agents recruteurs. Nous avons Vladimir Poutine, qui nous rappelle que le monde n'est pas un monde de bisounours ou un monde d'herbivores, comme on dit un certain nombre d'hommes politiques d'ailleurs, et qu'il faut que l'Europe développe son autonomie stratégique. Et on a Donald Trump, qui nous rappelle que l'Europe doit aussi avoir sa souveraineté économique. Et ça, c'est visible par tout le monde, y compris, je pense, par ceux qui voudraient être, pour parler un bon français, des freeriders. Donc ça peut générer plus facilement, peut-être, du consensus politique. Et le deuxième motif d'espoir, je vais le restreindre un peu plus, mais ça fait 17 ans que je travaille sur les marchés financiers, et je vois très fréquemment des investisseurs. Et maintenant, je commence à voir des investisseurs, et notamment il y a quelques semaines, j'ai vu des investisseurs coréens et japonais. Alors il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui étaient, c'était au mois d'avril, hein. Ils étaient dans la sidération après le Liberation Day du président Trump. Et en gros, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi il nous déteste autant? Nous, les Coréens, nous, les Japonais, on a plutôt été constamment pro-américains dans toutes les dimensions. Mais vous aviez aussi d'autres investisseurs assez importants qui allaient au-delà de cette sidération et qui m'ont demandé, Monsieur Mills, donnez-nous des arguments pour que nous changions, au moins pour partie, l'allocation de nos actifs, que nous fassions moins d'actifs en zone dollar et plus d'actifs pour l'Europe. Et ça renvoie à ce que je disais auparavant, si ceci arrive et si on organise ce qui est nécessaire pour que ça arrive,
alors peut-être qu'on aura le taux de long terme pour faire tous les investissements du temps long dont on a besoin. Merci Philippe Mills. Jean-Paul Julien, en tant que dirigeant de la BRED, quelle est votre logique de rentabilité à court terme par rapport à celle de long terme, et est-ce qu'elle serait différente si vous n'aviez pas de bons résultats? Alors en fait, c'est une question très importante. Je suis d'abord une entreprise commerciale. Donc on doit être profitable parce qu'il faut qu'on finance nos investissements, notre développement, qu'on accompagne nos clients. Mais comme je le disais tout à l'heure, la BRED est détenue par ses clients, donc je n'ai pas besoin de gagner trop et je n'ai pas besoin que ce soit un mouvement linéaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand en 2023, la Banque centrale augmente de manière brutale, massive les taux, je décide d'absorber une partie des chocs. Donc en fait, je réduis le résultat net de la banque pour permettre à mes clients d'absorber une partie plus facilement ce choc. Et c'est un arbitrage, parce que par définition, le métier de dirigeant, c'est de faire des arbitrages en permanence et de trouver le bon équilibre. Et c'est un arbitrage qui est facile parce que dans mon conseil d'administration, la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on s'occupe de nos clients. Et puis quand on a préparé la table ronde, forcément, la question que je me pose, c'est, je dis ça parce qu'il y a des bons résultats à la BRED, mais en fait, je pense que c'est l'œuf et la poule. Il y a des bons résultats parce que justement, nous raisonnons ainsi. Et en conséquence, ça ne changera pas. Merci. Jacob von Weizsäcker, sur quoi vous appuyez-vous pour avoir des stratégies de long terme? Est-ce que nous avons besoin d'autorités indépendantes, selon vous, des politiques? Et est-ce que c'est possible de réguler l'économie mondiale quand tous les pays ont des échéances qui sont différentes? Évidemment, c'est une très bonne question. Et je pense une manière de répondre, c'est il y a des situations où, pour le long terme, c'est bien d'avoir des institutions avec beaucoup d'inertie. Donc, si en présent, il y a beaucoup de chocs dans un sens ou dans un autre, l'inertie assure qu'on ne quitte pas le chemin prédéterminé. Et ça peut être une bonne chose. Mais l'inertie aussi, ça peut être une très mauvaise chose. Si le monde change d'une manière assez fondamentale, si on n'a pas le phénomène qu'on appelle en anglais mean reversion, c'est quoi en français? Retour à la moyenne. Il y a des processus où il y a toujours un retour à la moyenne, mais s'il y a des processus où il n'y a pas un retour à la moyenne, là, l'inertie devient un vrai problème pour une société. Et moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de phénomènes aujourd'hui où l'inertie, c'est un vrai problème. Et si on crée des organismes indépendants qui sont censés de créer beaucoup d'inertie, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et pour finir avec une idée, je pense, très importante du grand Européen Jean Monnet. Il avait dit que l'Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions apportées à ces crises. Et donc, pour lui, l'idée, c'était il faut utiliser chaque crise pour le long terme, pour créer du progrès institutionnel au long terme, pour bâtir une Europe qui fonctionne. Et donc, pour lui, ils étaient clairs, on n'est pas dans une situation où il faut maximiser l'inertie, mais on est dans une situation où il faut utiliser le court terme pour, justement, c'est vrai, créer des institutions qui vont bien servir l'Europe. Et je pense qu'on est dans ce moment-là. Et Philippe, par exemple, a évoqué beaucoup des domaines, disons le domaine de la défense. Pour le moment, ce n'était pas un domaine européen. Maintenant, il faut que ça devienne un domaine européen. Donc voilà, encore une fois, les institutions sont ambiguës et j'espère pouvoir au moins répondre à un certain aspect de votre question. Merci. Andrew Bailey, même question. Est-ce que c'est possible de réguler l'économie mondiale quand les pays ont des échéances qui sont assez éloignées? Excellente question sur la régulation de... Personne n'essaie de
réguler l'économie mondiale, mais je vais prendre une partie de cette question. Ça me rapporte à la question des tarifs et du commerce. Ce que l'on constate aujourd'hui est l'effondrement d'un système multilatéral des gouvernements. Toute cette histoire de tarifs va à l'encontre de ceci. Moi, j'ai l'avis qu'il faut recommencer à dire, alors, s'il y a un problème de déséquilibre dans l'économie mondiale, d'abord, comprenons ce que sont les problèmes. Donc, il faut comprendre le long terme. On ne réfléchit plus à la long terme. On n'analyse pas les problèmes. Deuxième point, s'il y a une problématique, on va dire qu'il y a un problème. À ce moment-là, il faut revenir vers un système multilatéral pour comprendre ces problématiques. Le fait de pouvoir dire la vérité au gouvernement, là où les problématiques empiètent sur les objectifs des gouvernements, pour expliquer dans le long terme. C'est pour cela que le long terme est si important, pour expliquer pourquoi dans le long terme, c'est la chose à faire. Si on n'analyse pas, si on n'explique pas, on se dirige vers les tarifs mondiaux plus élevés que jamais. Et ça souligne l'importance de retrouver un système où la pensée à long terme, les idées à long terme peuvent être mises en valeur, où on peut expliquer. Et il y a certaines institutions qui peuvent dire la vérité au pouvoir. Moi, je suis gouverneur d'une banque centrale. J'ai une responsabilité, mais je ne suis pas indépendant des gens que je sers. Et je dois m'expliquer à ce que je sers, dont je suis le serviteur. Et on va tomber par terre si on ne remplit pas ce devoir. En France, nous avons la planification pour penser le temps long. Est-ce qu'il y a un modèle polonais pour se projeter politiquement et financièrement dans l'avenir? Yes, thank you for that. Merci pour la question et pour cette opportunité de partager l'expérience polonaise. Oui, nous avons tout un système mis en place. C'est une loi. Donc, peu importe le gouvernement, il doit mettre en œuvre ces stratégies. Nous le faisons. Mais le problème est que dès lors qu'un nouveau gouvernement arrive, la stratégie est modifiée. Alors, même s'il y a un mécanisme pour la planification à long terme, en vérité, cette planification à long terme est modifiée assez fréquemment. C'est un peu insensé, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je reviens à mon premier point sur le combat contre le populisme. Si on souhaite trouver un accord sur juste une poignée d'éléments clés que l'on souhaite livrer, que l'on souhaite changer dans la décennie à venir, on peut le faire. La défense est un exemple excellent. Oui, nous sommes en retard, vous l'avez tous dit, mais l'Europe maintenant a pris un pas énorme. 80% du spectre politique aujourd'hui est d'accord pour dire que oui, il faut dépenser davantage sur la défense. Donc c'est faisable. On peut trouver un accord sur une stratégie à long terme. En Pologne, on est polarisé. Mais si on regarde au-delà de cette polarisation, vous allez toujours voir que sur certains niveaux, nous sommes d'accord, même entre les partis politiques qui ont chacun l'autre en horreur. On peut se mettre d'accord. Merci à tous les 5. Il nous reste un peu plus de 6 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, monsieur. Voilà, il y a plusieurs questions, plusieurs mains qui se lèvent. Si vous pouvez accéder au micro, voilà, je vous laisse. Bonjour monsieur, messieurs, pardon. En fait, déjà la première question que je me posais, c'était la définition du long terme. Parce que c'est quoi? C'est 10 ans, 25 ans, 60 ans. Après, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur, par exemple, le développement de la Chine depuis l'arrivée de Xi Jinping en 2013, avec les objectifs qui s'étaient fixés avec l'indépendance dans l'énergie nucléaire, le renouvelable, l'IA et les puces électroniques. Et actuellement, ils sont quasiment indépendants.
Pour moi, la Chine, c'est une stratégie sur le long terme, avec un régime autoritaire. Après, en comparaison, vous avez le modèle suisse, qui pour moi est le modèle un des plus favorables au peuple, avec le vote des amendements en direct et autres. Mais je ne pense pas que la Suisse ait un développement sur le long terme très favorable, on va dire ça comme ça. Donc moi, ma question finale, c'est quel est, selon vous, le modèle le plus avantageux pour le long terme? Et est-ce que la démocratie n'a pas ses limites sur le long terme? Est-ce que ça inspire quelqu'un? Non, alors personne n'a envie de vous répondre. Attendez. Non, vous n'avez pas envie de... On prend plusieurs questions d'un coup ou... Non? Allez-y, je vous en prie. Donc je pense que c'est une question très pertinente. Et la question, est-ce que dans une compétition des systèmes, justement, l'autocratie ou la démocratie seront mieux placées à la langue? Et il est clair que la démocratie a un très très grand avantage. C'est c'est un système beaucoup plus souple. C'est-à-dire, si des choses ne marchent pas, voilà, la population remplace ceux au pouvoir avec quelqu'un d'autre, et d'une manière peu disruptive. Par contre, dans les systèmes autoritaires, il y a de la révolution, au moins, souvent. Et donc, ça, c'est un mésavantage. Mais il y a un avantage si, par exemple, on a l'impression qu'il faut poursuivre un chemin peu populaire pendant 30 ans, 50 ans. Cette vision qui existe aussi dans l'œuvre de Platon, des rois philosophes autoritaires, évidemment, ça peut être une vision intéressante, mais moi, je pense justement, ça c'est la compétition du système. Il nous faut, nos sociétés démocratiques, ouvertes, sociales, il nous faut démontrer que la souplesse qu'on a et le long terme qu'il nous faut pour bien mener nos affaires, nous sommes capables de le faire. Et à la longue, c'est beaucoup plus intéressant d'habiter dans des démocraties plutôt que dans les systèmes autoritaires. Ça, c'est le challenge. Une défense de la démocratie, effectivement. Andrew Bailey, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allez, répondons à la question chinoise. C'est une question compliquée, mais on peut y répondre de différentes manières. Je crois qu'il y a un argument qui dit que la Chine rattrape le retard dans le développement. Oui, la question chinoise. On peut dire que la Chine est en train de rattraper dans le long terme. Dans le 19e siècle, l'économie américaine était à l'avance, mais maintenant la Chine les rattrape. La deuxième chose à dire, et les Chinois seraient d'accord sur certains points, la Chine a un modèle qui a contraint la consommation domestique à la faveur de l'export. Et il n'y a pas un filet de sécurité sociale en Chine. Si on dit ceci aux Chinois et vous dites c'est ça le problème, ils disent oui, on comprend, on sait qu'il faut corriger le tir. Et vous dites oui, mais vous ne l'avez pas corrigé, n'est-ce pas? Et lorsqu'on commence à identifier les manques d'équilibre dans l'économie mondiale, la Chine joue un rôle et c'est au cœur finalement. Ce modèle de développement a permis au pays d'avancer, mais cette stratégie n'est pas durable dans le long terme. Philippe Mills. Jacob, la première victime sur le long terme des régimes autoritaires, c'est la vérité. Ce sont des régimes qui n'acceptent pas, en fait, de comprendre et d'analyser la situation telle qu'elle est. Il faut complaire aux dirigeants, aux groupes, des oligarques qui vont être avec ce dirigeant. Il y a un écrivain aujourd'hui en mauvaise posture, franco-algérien, qui l'a très bien dit dans un excellent ouvrage qui s'appelle 2084. Donc la vérité qui est aussi l'élément essentiel du progrès
Notre ami polonais disait qu'il fallait de l'éducation. Si vous n'avez pas de vérité, vous n'avez pas d'éducation. Le deuxième élément, c'est, je crois d'ailleurs ça a été démontré à nombreuses reprises par des économistes, c'est que c'est le système avec toutes ses imperfections qui génère le plus d'innovation et qui après est capable de redistribuer les fruits de cette innovation de manière la plus équilibrée. Donc je pense que sur le long terme, il n'y a pas de doute. Sur la Chine, donnons-nous rendez-vous en 2049. Vous avez un pays qui est déjà en décroissance démographique et en baisse de population depuis plusieurs années, donc on verra quel sera son degré de performance dans quelques années. Merci beaucoup Philippe Mills. Il nous reste 30 secondes à peu près pour conclure. Benoît Cœuré, je vous donne la parole. Donc là, on est vraiment dans le temps court. Non, d'abord, je suis très fier des intervenants qui, à partir d'un sujet qui aurait pu être posé au bac de philo ou peut-être à l'entrée à l'ENA, ont réussi à relier ça à la pratique de leur action publique et privée et à montrer que c'était important pour nos vies quotidiennes, donc bravo. Deuxièmement, il y a quand même une très grande convergence sur ce panel pour dire, bien entendu, il faut agir à court terme parce qu'on a des crises, des chocs, des choses à changer, mais on ne peut pas agir bien à court terme si on n'a pas la vision de long terme. Donc ça me rapproche, ça nous ramène à ma citation du début. Hein, voilà. On peut pas faire un pas devant l'autre si on ne regarde pas l'horizon. Voilà. Et ça a été dit sur le panel. Troisièmement, il a beaucoup été question des politiques, hein, y compris à travers la question qui vient d'être posée. Je crois, comme Philippe Mills, qu'il n'y a pas d'innovation dans une société qui n'est pas démocratique. Et les sociétés qui sont en train de jouer avec l'état de droit, que ce soit en Europe ou ailleurs qu'en Europe, prennent un gros risque, y compris économique, parce qu'elles prennent le risque de tuer la dynamique d'innovation sociétale et technologique et économique. Donc c'est le renoncer à la démocratie, c'est prendre un risque aussi pour son économie. Et même la Chine, les débats en Chine sont traversés par ce choix. Troisièmement, il y a un dernier thème qui, je trouve, a traversé les discussions, c'est celui du rôle de l'État. L'État est là aussi pour donner cette vision de long terme et pour permettre aux acteurs privés de pouvoir avoir la vision de long terme, y compris à travers les crises. On l'a vu, par exemple, au moment du Covid. C'est l'État et l'Europe, beaucoup, qui a permis aux acteurs privés de continuer à s'inscrire dans une vision de long terme. Donc ça, c'est capital, mais pour ça, il faut que l'État, et ça a été dit un peu par Jacob, et je suis d'accord avec lui, ça ne marche que si l'État est solvable. Et donc si les finances publiques ne sont pas solvables, l'État perd sa capacité à entraîner tous les agents privés dans l'économie dans une vision de long terme, et tout ce qu'on vient de dire ce soir ne peut pas marcher. Merci Benoît Cœuré, merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde, redonner sa force au temps long. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et très bonne fin de session.